Écoutez, pour commencer, je souhaitais dire un ou deux petits mots. Monsieur Darkov, tout le monde le connaît quasiment. C'est un journaliste maintenant anciennement établi, puisque d'après ce que j'ai compris, vous avez commencé votre métier au Liban, il y a quand même 65 ans. 65 ans cette année, ça fait un petit moment. Voilà, donc ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans le circuit. Je me suis permis de regarder un petit peu. Vous avez une fiche Wikipédia qui est quand même très très longue, hein. C'est vraiment, c'est très impressionnant. Donc vous avez vraiment, vous êtes intervenu dans de très très nombreux journaux. On va pas tous les refaire, à la télévision, à la radio. Et j'étais quand même assez étonné du nombre d'ouvrages que vous avez écrits. Je suis tombé sur 56. Oui, en fait, en fait, j'en ai écrit 46. D'accord. J'ai mal compté. Il marche pas, celui-là. Je vais vous passer celui qui marche. Voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier vraiment de votre intervention de ce jour. Et je vais donc vous laisser le micro qui fonctionne. Merci. Est-ce que vous préférez? Oui. Ça va, vous m'entendez bien? Bien, je voudrais reprendre quelque chose par rapport, donc, le sujet, Alain Peretti, on choisissait la liberté d'expression. Mais je vais vous dire que la liberté d'expression, de tout ce dont on a parlé ce matin, par rapport à la volonté, par rapport au regroupement, etc., ne vaut que si l'on est déjà conscient, l'esprit critique est libre. La chose la plus importante, comme vous le savez, c'est de manger, parce que parler de liberté d'expression, d'initiative, quand on a le ventre vide, ça n'existe pas. Bien, une fois ça réglé, et pour le moment en France, heureusement, ce n'est pas le problème principal, il faut le dire, eh bien, qu'est-ce qui reste? Alors, on a parlé ce matin de complotisme. Je vais le reprendre, le micro. Je suis en train simplement de prendre des choses qui vont énumérer. Vous savez, voilà, je ne suis pas encore Alzheimer, mais... Non, en fait, vous avez remarqué, quand on parle de parole, quand on parle de narratif, quand on parle de liberté d'expression, liberté d'expression pour qui et par qui? Qui a le narratif, il faut le dire, ce sont les pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir juridique, le pouvoir législatif et le pouvoir médiatique par lequel passe effectivement l'expression. Simplement, et c'est là le problème, pas seulement en France, vous parlez, c'est je dirais, la plupart des pays, écartons les dictatures où effectivement, on peut se dire, la dictature, c'est ferme ta gueule. Mais il ne faudrait pas que la démocratie, ça devienne cause toujours. Parce qu'au bout du compte, il ne faut pas que ça revienne au même. Alors, je vais quand même vous citer d'emblée un certain nombre de choses qui, quand on les disait, quand on les susurrait, nous faisaient parler, nous faisaient compter parmi les complotistes. Vous osiez dire ça, vous osiez parler de ça, jusqu'à présent d'ailleurs, parce qu'on va énumérer, pas tout ça prendrait 3 heures, mais vous allez voir ce que vous avez vécu, ce que vous avez écouté. Je ne parle que depuis 5 ans, et on ne va pas remonter au Péloponnèse. La sénilité de Biden. Quand on osait dire que M. Joe Robinette Biden, son vrai nom c'est Joe Robinette Biden, était sénile depuis le temps 2020 où il a pris la présidence des États-Unis. Je rappelle qu'il avait pris la présidence du Zimbabwe, les États-Unis, le plus grand pays du monde, le plus important en tout cas. Eh bien, M. Joe Biden, on le sait aujourd'hui, M. Joe Biden n'avait pas ses esprits. Pendant 4 ans, c'était un autopène, c'était ses conseillers qui gouvernaient. On le sait. Mais quand vous osiez dire ça, eh bien, vous étiez évidemment à la droite d'Adolf Hitler, ou en tout cas, une espèce de sulfureux complotiste qui ne comprenait rien à rien. Le fils de M. Joe Robinette Biden, qui s'appelait Hunter Biden, on découvre qu'il a un ordinateur portable qu'il a oublié chez quelqu'un. Ce quelqu'un l'a donné à réparation. Cette réparation, il a oublié au bout de 2 ans de le chercher. Ça a été au FBI. Et ce que contenait, j'ai eu le contenu comme beaucoup de journalistes, hallucinant. Pédocriminel, pas pédopornographie, trafic en tout genre,
magouille à quelques millions de dollars ou de quelques dizaines de millions de dollars. Je vous parle de ça parce que ça vous concerne et ça nous concerne. Avec la Chine, évidemment, avec l'Ukraine. Parce qu'il faut savoir que M. Hunter Biden, fils à l'époque du vice-président, Biden n'était pas président, était vice-président des États-Unis. C'était dans les années 2015, 2016, 2017, avant l'élection, 2016, avant l'élection de Trump. Eh bien, M. Hunter Biden était employé d'une société Burisma en Ukraine à 50 000 $ par mois. C'était une société pétrolière. M. Biden, fils, connaissait le pétrole comme moi je connais les arcanes du Vatican. Eh bien, il était employé. Et pourquoi? Parce que c'était le fils de M. Joe Biden. Et il trafiquait avec les Chinois, etc., etc. Entreprise de corruption et pacte de corruption, il n'y a pas que lui, généralisé au plus haut niveau de l'État, ce qu'on appelle l'État. Bon, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Un procureur ukrainien, un peu plus scrupuleux, se dit, mais que fait ce type qui touche 50 000 $ par mois en Ukraine, hein? Et il dit, il faut le virer. Eh bien, c'était M. Poroshenko qui était président d'Ukraine à l'époque, et M. Poroshenko reçoit un coup de fil du vice-président des États-Unis, disant, attention, si votre procureur va toucher à un cheveu de la tête de mon fils, vous avez demandé 1 milliard de dollars de prêt aux États-Unis, le milliard, pouvez-vous le mettre où vous pensez? Et que croyez-vous qu'il arriva? Évidemment, le procureur était limogé, et tout est rentré dans l'ordre, et l'Ukraine a reçu son milliard. Donc, complotiste, si vous disiez ça, parce que quand on a révélé aux États-Unis le contenu du portable où Hunter Biden racontait tout, les magouilles, les orgies, tout, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors ça, c'est très intéressant. Ils ont dit 50 personnes, le FBI quand même pas, ont dit, oui, mais c'est un complot russe. Ce n'est pas vrai, tout ce qu'on raconte dans l'ordinateur de Biden, c'est faux, c'est les Russes. Or, vous savez qu'il y a aujourd'hui 2 médicaments qui marchent très très fort, qu'on vous fait ingurgiter tout le temps, vous en apercevoir. Le premier, c'est pas d'amalgame, c'est vous savez, ça se vend en petite boîte, là, comme ça, mais c'est gratuit. Donc vous n'avez pas besoin d'en emmerder. Et le second, c'est les Russes. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, je ne dis pas que les Russes sont des petits anges, loin de là, mais j'adore que quoi que ce soit qu'il se passe, c'est les Russes, et puis le pas d'amalgame. Alors, attentat du gazoduc Nord Stream, même chose, c'est les Russes. On sait aujourd'hui que c'était les Ukrainiens. L'affaire Epstein, vous savez, vous avez entendu parler. Même chose. Ah oui, l'Ukraine, magnifique. Je ne citerai pas les chaînes où vous entendez depuis 3 ans, que l'Ukraine va gagner, les Russes sont perdus. D'ailleurs, c'est Poutine, c'est un hologramme, il est mort depuis longtemps, ou il a le cancer, etc. Et puis chez nous, l'admirable Bruno Le Maire que le monde entier nous envie, on a mis à genoux l'économie russe. Pas fabuleux. Autre Premier ministre que le monde nous envie, M. Jean Castex, vous vous rappelez tout de M. Jean Castex, qui a été récompensé en étant aujourd'hui président de la SNCF, parce que nous, on sait récompenser les gens qui sont des aigles. Eh bien, M. Jean Castex, rappelez-vous, 20 heures, vous pouvez vérifier, parce que les archives sont là, 20 heures à la télévision. On est en plein Covid. Il a dit, attention, vous pouvez aller au café, mais vous, attention, pas debout. Vous pouvez assis. Pourquoi? Parce que si vous restez debout, eh bien, vous allez attraper le virus. Car selon le virus passe à 1,50 m de hauteur. Donc, si vous êtes assis, ça ira. Et si vous êtes debout, ça n'ira pas. Télévision française, service public, payé par qui? Bonjour, mesdames et messieurs. Voilà, c'est quelques exemples. Je ne vais pas vous en donner quelqu'un, mais tout était comme ça. Ce que j'appelle cette parole incroyable, ce narratif qu'on vous impose, qu'on vous planque, qu'on vous pousse à prendre, mais du matin au soir et du soir au matin. Attendez, on peut se demander, vous vous rappelez aussi que Colin Powell, le général Colin Powell, brandiquant l'arme de destruction massive à l'ONU, grâce à quoi on a attaqué l'Iran, ça fait des millions de morts et des centaines de milliards de frais, etc. Et puis enfin tout, le climat. Vous savez, j'ai revu, bien sûr qu'il y a des choses à dire sur l'environnement et le climat. Je ne suis pas du tout climato-sceptique. Ben enfin,
Regardez aussi, vous avez vu les archives aujourd'hui, vive Internet, sont là. Monsieur Henri Sagnier, en 1988, dit en l'an 2000, toutes les villes côtières seront ravagées, seront noyées par les eaux, les Maldives vont disparaître. Extraordinaire, vous voyez, on est perdu. Et vous avez vu, vous vous rappelez les cartes de France? À un moment donné, quand on était en été, on était à 30, 28, 30, c'était en bleu, en rouge. Maintenant, c'est rouge, rouge vif. C'est fini, vous allez tous crever, évidemment. Pourquoi? Et là, j'en arrive au cœur du problème. Quand vous êtes un pouvoir, de gauche ou de droite, moi, ce n'est pas le problème de gauche ou de la droite, c'est plus en tout cas le problème. Et j'essaierai de vous dire pourquoi, en tout cas, on en parlera. C'est parce que, quelle est l'arme absolue du pouvoir? La peur. Comment voulez-vous? Parce que moi, vous savez, je suis le camp du bien. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors c'est bon quand vous avez 4 ans et demi, 5 ans et demi, etc. Je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, donc je vais vous dire ce qui est bon. Écoutez, on va être sérieux. Aujourd'hui, dans le monde, c'est ce que disent nos mondialistes, on a besoin de 20% de la population pour faire marcher la machine. Les 80% ne servent à rien. Enfin, pas à grand-chose. Mais on n'est pas Hitler, on n'est pas Pol Pot, on n'est pas Mussolini, on n'est pas Mao Tse-tung, on ne va pas les tuer. Non, c'est fini ça. On va les nourrir, tout ça, mais à condition qu'ils restent à leur place, qu'ils soient sages, qu'ils ne nous emmerdent pas trop. Et comment ne peut-on pas emmerder? Eh bien, c'est très simple. La peur. La peur et le brouillard et l'enfumage. Alors, la peur, c'est très simple. Covid, vous êtes tous y passés. Guerre Russie-Ukraine, regardez les bruits de bottes. Ça y est, d'ailleurs, vous l'avez bien dit vous-même, monsieur, c'est que c'est très bien, on en est l'armée française, l'armée russe, et on voit très bien qui veut envoyer, qui sont la grande coalition de Napoléon, les Napoléons, Starmer et Macron. Merveilleux. Ouais, allons-y, la fleur au fusil, c'est ça. Pas lui, mais les autres. Et puis, alors, il y a ça, le Covid, bien sûr. Rappelez-vous, on faisait notre propre attestation. Vous aviez le droit de sortir à 10 mètres de chez vous. Hein, et ne parlons pas de cela. D'ailleurs, rappelez-vous une chose intéressante, comment va l'ascenseur social. Au moment du sida, on portait la protection là. Au moment du Covid, là. Vous voyez, ça monte. Ça monte. Hein, ça devient de plus en plus intéressant. Là, bientôt, on le portera sur la tête. Écoutez, j'ai l'air de rire, mais c'est pas rigolo du tout. Parce qu'il y a cette espèce de culture de la peur. Et quand je dis l'enfumage, et là, ça va beaucoup plus loin, on nous dit le CO2, le CO2, le CO2. Mais je veux bien. Alors nous sommes merveilleux. La France, 0,9% de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on est content. Et du matin, on se dit, regardez qu'on est, oui. Mais combien la Chine? Combien la Russie? Combien l'Inde? Combien tous les autres? Et ils n'en ont rien à faire. Nous, on est là, on se oui, allez-y, continuez, frappez-vous, allez. C'est pas la haine de soi, c'est pire que la haine de soi. C'est quelque chose qu'ils essayent de nous donner, soit par la peur, soit en disant, voilà, vous allez vous décalcifier, vous allez vous décomposer, et soit, regardez aussi, c'est formidable, tout se tient quand on essaie de réunir les points. Regardez la biologie, c'est formidable, l'histoire du genre. La biologie, ça n'existe pas. Ah bon? Je croyais qu'il y avait un homme et une femme, XX et XY, mais non, qu'est-ce que vous racontez? C'est-à-dire que si moi, par exemple, je considère que je suis un saule pleureur, ou un fourmilier tamanoir, si vous osez dire que je ne suis pas ça, vous êtes raciste, vous êtes patriarcal, vous êtes un bigot, etc., etc., etc. Alors, là aussi, c'est une minorité. Mais la juxtaposition des minorités fait quand même quelque chose qui n'est pas idéal. Mais c'est quoi le tout? Le tout, c'est, attention, restez chez vous. Vous voyez, il y a beaucoup de dangers. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dangers. Mais au lieu de vous dire, bon, attendez, prémunissez-vous, organisez-vous, essayez de parler entre vous, essayez de faire pression, essayez de résister, en tout cas, d'être conscient et debout, vous dites, surtout pas. Allez, sous la moquette. Sous la moquette. Bon, et effectivement, comme vous disiez ce matin, effectivement, quand il y a, d'ailleurs je le dis, c'est beaucoup mieux que fermer la porte, s'il y a une guerre nucléaire, passez sous la moquette, vous serez habitué et ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà,
ça, c'est la première chose quand on parle de liberté. C'est que cette liberté d'expression, qui est fondamentale à l'être humain, enfin, je ne vais pas vous rappeler l'histoire du monde, les gens qui sont battus, qui sont morts, hein, de Socrate à Galilée en passant par Voltaire et les autres, pour la liberté d'expression, et Solzhenitsyn et tous les autres. Et c'est inscrit, et c'est là où il faut remercier les États-Unis, enfin pour eux en tout cas, c'est le premier amendement de la Constitution américaine, liberté d'expression absolue. Et s'il y a des gens qui font, parce que je ne suis pas, attention, je ne suis pas immodéré, il faut, s'il y a des appels à la haine ou au meurtre, eh bien les lois pour cela, et les lois sanctionnent. Et bien sûr qu'il faut être une société qui sanctionne. Est-ce qu'on l'est encore? Est-ce qu'on l'est encore quand on voit ce qui se passe aujourd'hui? Donc liberté d'expression, oui. Mais la liberté d'expression, le grand combat aujourd'hui, c'est le narratif dominant. Et le narratif dominant est effectivement véhiculé par tous les médias, réseaux sociaux compris, mais il est également combattu par un certain nombre et de médias et de réseaux et de citoyens conscients, parce que c'est très important, sinon il n'y aurait rien, qui dit non mais ça va pas, le roi est nu, on ne peut pas accepter ça comme une vérité révélée. Or, encore une fois, le narratif, vous savez, il y a un livre que, si un jour c'est l'occasion, lisez-le, il date de 1928, vous voyez, un peu moins de 100 ans. Ça a été écrit par Édouard Bernays, qui était le gendre de Freud. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Propagande, il y a 100 ans. Vous lisez ce livre, tout y est. La persuasion clandestine, comment on fait passer des choses, et c'est le bréviaire de tout, encore une fois, les gouvernants, ou de la quasi-totalité des gouvernants. Parce que, encore une fois, leur job est d'essayer de dire, écoutez, tranquillité, et puis nous sommes persuadés, nous, de nos idées, on va les faire passer. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est limité? C'est les contre-pouvoirs. Il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir, ou alors c'est un despotisme plus ou moins éclairé, ou carrément une dictature, et malheureusement, l'histoire nous en a donné beaucoup d'exemples. Donc c'est ça. Or ça, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de la lecture, ça demande de la vigilance et ça demande des efforts. Et quand on vous dit, oui, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'entends très souvent ça. Oui, mais à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Évidemment, on a parlé ce matin, et à très juste titre, de réunions, de communication transversale, au niveau du quartier, au niveau de la rue, au niveau du village, etc., etc. Mais il y a aussi autre chose. Quelque chose dont on ne parle jamais. Vous voyez, je ne dis pas l'action violente, je ne dis pas la révolution, je ne dis pas casser. Comme on fait, c'est un casse. On voit très bien qui casse aujourd'hui et comment. Mais par exemple, le boycott. Il s'est passé une chose très intéressante avec Netflix. Il n'y a pas longtemps. Netflix est devenu un truc woke total. C'est-à-dire, voilà, c'est toujours le racisé qui est évidemment la victime. Le blanc, je reviens à son parler, le blanc ou le mâle blanc de plus de 50 ans, parce que c'est pour ça qu'ici, je vois beaucoup de gens qui devraient être déjà ou en prison ou en camp de rééducation. Je ne vois pas très bien ce qu'ils font ici. Moi, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont fait, pourquoi je vous parle de ça? Ils ont fait une bande dessinée destinée à des spectateurs de 3 à 7 ans. Je l'ai vu, cette bande dessinée, enfin ce film d'animation, qui parlait d'un couple gay, de parents, avec leurs enfants. Mais oui, tu sais, ne te crois pas que tu es un petit garçon, ne crois pas que tu es une petite fille, c'est à toi de choisir. Je précise pour des spectateurs de 3 à 7 ans. Et un certain Elon Musk a dit non, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Il fait une campagne là-dessus et Netflix connaît des millions de désabonnements et ont perdu 4 milliards de dollars, c'est les États-Unis, en quelques semaines à un mois. Donc le boycott, quand vous voyez des choses, que ce soit dans tel ou tel domaine qui vous choque, eh bien vous avez une arme qui n'est pas négligeable. Parce que frapper au portefeuille est une arme létale pour un certain nombre de gens. Donc n'hésitez pas à l'employer. Alors évidemment, si vous êtes 2 ou 3, ça ne donnera rien. Mais si vous êtes plusieurs, ça peut donner quelque chose. Et même ça peut donner beaucoup. Donc la liberté d'expression, d'abord, comme je vous l'ai dit, ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et il faut se dire, alors vous allez me dire évidemment, et
toujours, et à juste titre, oui, mais écoutez, on a la famille, on a le travail, on a tout ça, on peut pas, vous, c'est votre boulot de faire ça, et c'est vrai, Mais on peut toujours essayer de lire, on peut toujours essayer de réagir, parce que toute l'histoire du monde, et de la France aussi, s'est passée comme ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a dit qu'un certain Galilée, quand on lui disait « Bon, maintenant tu fermes ta gueule, sinon tu vas passer au bûcher », et il disait « Et pourtant elle tourne ». Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, comme un général qui a été le nègre de Pétain, puisqu'il a écrit ses premiers discours, qui s'appelait un certain Charles de Gaulle, en 40, il aurait pu rester là, hein. Il n'était ni juif, ni communiste, ni etc. Et d'ailleurs, les communistes, à ce moment-là, il y avait le pacte germano-soviétique, il ne faut pas l'oublier, hein, en 39 et 41. Eh bien, il a dit, non, je m'en vais à Londres. Et qu'est-ce qu'il a fait à Londres? C'est pour ça que je reviens au facteur humain. Le facteur humain est fondamental. Si on dit l'économie, très bien l'économie. Mais chacun d'entre vous devait savoir que le facteur humain est fondamental. Il a dit, non, moi, je ne reste pas, je vais à Londres. Et il est parti à Londres avec qui? Avec 4 juifs et 10 maurassiens, antisémites. Tout antisémite ou pas. 3 pelés et 10 tondeux. Il arrive, il dit, la France, c'est moi. On dit, mais la France, c'est toi, mais que tu racontes, la France, c'est toi. Mais s'il y avait un sondage IFOP, tu serais à 0,5% et Pétain serait à 98,5%. Mais, il dit, la France, c'est moi, parce qu'un jour, l'Allemagne, je voudrais qu'on soit à la table des négociations. Encore aussi fort, peut-être au moins aussi fort, Churchill. Bon alcoolo, fumeur de cigares, il devient Premier ministre en 40, et en mai 40, la France tombe. Rappel, Halifax et Chamberlain vont voir Churchill, qui vient d'être nommé Premier ministre par le roi. Il dit, bon, Churchill, il faut négocier. Il faut négocier avec Mussolini, il faut négocier avec Hitler, sinon ils vont raser l'Angleterre. C'est fini, l'Europe n'est plus là. L'Europe est tombée. Parce que je parle de ce qu'on dit maintenant. Ah oui, c'est foutu, on est foutu, machin, on est foutu. Oui, d'accord, mais c'était quoi en 40? Très bien, on était quoi en 40? Bon. Il arrive et il dit, il faut que tu négocies. Alors, je ne peux pas négocier avec Hitler, Chamberlain, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Hitler? Je parle de mai 40. Hein. Il téléphone à Franklin Roosevelt. Il lui dit, Franklin, il faut que tu nous aides. On a besoin de bateaux, on a besoin, etc. Que lui dit Roosevelt? Ah, Winston, tu sais qu'on est avec toi, on déteste Hitler comme toi, sauf qu'on est neutre. Donc, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. 15 jours après, il va, parce que c'était un an avant Pearl Harbor. Je rappelle, puisque c'est à Pearl Harbor que les Américains se sont engagés. Il va à la Chambre des communes et il dit « Nous nous battrons sur mer, sur terre et dans les airs », ce fameux discours. Ce que je dis, alors vous prenez des exemples exceptionnels. Il n'y a pas d'exemple exceptionnel. Il y a des gens qui disent « On n'est pas d'accord avec le désordre du monde. On n'est pas d'accord avec ce désordre, avec ce bordel qu'on essaye de nous inculquer comme étant la sagesse. On n'est pas d'accord. » Et on se lève. Alors évidemment, qu'il y a des risques. La liberté d'expression est un sport de combat. La liberté d'expression est un métier à risque. Oui, ça fait partie du jeu. Alors, il y a beaucoup qui ne veulent pas prendre de risques. Très bien, moi, j'ai aucun jugement. Il n'y a pas de jugement moral ou autre à avoir. Simplement, voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Chacun d'entre nous, encore une fois. Vous voyez pas, il n'y a pas, ah oui, il y a les experts, très bien. Mais il y a aussi les experts autoproclamés qui, encore une fois, vous racontent beaucoup de conneries. Il faut voir qui est vraiment compétent. Moi, je vois, quand j'ai commencé à recevoir pendant le Covid, certains médecins, on me disait, mais tu vas pas prendre ce charlatan. Mais on prenait les charlatans payés par Big Pharma, vous entendiez du matin au soir dans certaines chaînes que je ne citerai pas, et on prenait d'un part d'autres qui n'étaient pas, eux, payés par Big Pharma, mais qui en savaient au moins autant que les autres. Voilà, il faut aussi voir ça. Hein. Moi, je peux vous dire, j'ai eu des pressions à ce moment-là qui n'étaient pas négligeables. Bon, ça fait partie du jeu, c'est pas pour ça qu'on est des résistants ou des héros. Mais donc, pourquoi on fait ça? Revenant avec ça, c'est que le plus important, c'est que vous soyez absolument conscient. Pardon, hein, excusez-moi, je trouve votre conversation. Ah bon, donc, voilà, il faut savoir, quand je parle de liberté d'expression, c'est quoi? Liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi. C'est simplement de se dire, avant de me faire ma propre opinion, je vais regarder. Moi, vous savez ce que vous m'avez dit? Je vous prends une expérience personnelle. Quand j'ai commencé à recevoir un certain nombre de gens, Jacques Beau pour la guerre Russie-Ukraine, le Perron, le vaccinologue Perron, Didier Raoult, et puis beaucoup d'autres. Je me dis, mais tu ne peux pas recevoir ces gens-là, ce sont des charlatans. Je dis, attendez,
En quoi c'est charlatan? J'ai lu leur CV, j'ai vu où ils sont pas allés. Ils ont des études dans le monde entier. Raoult est un des microbiologistes les plus cités. Montagnier, prix Nobel de médecine, qu'on a traité comme un chien dans les dernières années de sa vie. Il n'y a pas eu un membre du gouvernement qui est venu à son enterrement. Pas un. Pas un. Donc, ça va quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait, de quoi on parle. Donc, à ce moment-là, on voit les gens. Et moi, je leur ai dit, mais attendez, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas microbiologiste. Moi, je ne prétends pas connaître quoi que ce soit là-dessus, mais je reçois, j'écoute. Après, à vous de faire votre opinion, à moi aussi de faire mon opinion. Alors, il dit, oui, mais j'ai dit, mais pourquoi je le reçois, lui? Mais parce que dans les 2/3 des télévisions et des radios, on ne les reçoit pas. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On invisibilise. Ah ben non, non, vous, Paul III, on vous tue pas. Heureusement, on n'en est pas là. Encore que les gilets pare-balles, on a vu avec Charlie Kirk aux États-Unis, qui est un exemple passionnant, qui est un type qui faisait ce que Montaigne appelait la disputatio, le frottement, le frottis de cervelle, le frottement de cerveau. Et qui, ça veut dire, c'est pour discuter. Discuter avec les gens, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes complètement, absolument opposés à mes opinions, eh bien, discutons-en. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour beaucoup de gens. Ah, moi, je suis le camp du bien, toi, tu es le camp du mal, eh bien, il faut que je te tue, ou il faut que je t'élimine. Parce que c'est pas bien. Eh bien, ça, c'est toutes les dictatures, toute l'histoire du monde. Il faut arrêter à un moment donné. Donc, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté surtout de discuter. Comment voulez-vous que la lumière jaillisse d'une espèce de monologue et de monologue monochrome, monotone, qu'on nous sert? C'est pas possible. Vous devez avoir, et c'est là que jaillit la lumière, parce qu'effectivement, on dit, alors quand j'entends certains disent, ah ben il y a des vérités. Non, 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 il n'y a pas des vérités. Il y a une vérité, à un moment, parce qu'il y a les faits. Les faits, ça existe. 2 + 2 = 4. Donc, si je considère que je suis un fourmilier tamanoir parce que j'adopte la théorie du genre, ben c'est moi qui déconne. Il faut le dire. Ça suffit de dire, ah oui, tu as le droit d'être fourmilier. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Mais ne dis pas que c'est une vérité scientifique. Or, au nom de la science, on essaye de faire de la science une religion. La science n'est pas une religion. La science, ça se discute, ça débat, ça argumente, et puis à chaque fois, on avance. Et ça remet en question. C'est pour ça qu'on parlait de l'Algérie, de l'islam ou d'autres. Problème des religions, c'est autre chose. Vous avez une religion, vous croyez à votre religion, etc. Mais vous n'avez pas à imposer ni votre civilisation, ni vos mœurs à un pays qui a une autre civilisation, une autre mœurs. C'est tout. Il y a un problème de base. Est-ce que vous acceptez les us et coutumes de ce pays et ces traditions, vous ne les acceptez pas? Si vous ne les acceptez pas, eh ben ça ne va pas. Et quand on dit, c'est très drôle aujourd'hui, vous entendez sur l'immigration, tout ça, qui a dit en 1981, il faut arrêter l'immigration clandestine comme l'immigration officielle? Qui? Bravo. Secrétaire d'où? Voilà. Et bien aujourd'hui, c'est très bien, la gauche est née, voilà, Georges Marchais a été remplacé par Mélenchon pour notre plus grand bonheur. Mais il y a quand même un problème là. On ne peut pas discuter. Et quand Trump et Vance et compagnie disent, écoutez, nous on est d'accord, l'Amérique est un pays de migrants, mais pourquoi les migrants illégaux? Pourquoi je dois accepter un migrant qui vient clandestinement? Non, vous venez, vous utilisez les formules légales, et voilà. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec nous depuis 40 ans, 50 ans? Parce que je rappelle, attention là aussi, regroupement familial, c'était sous qui? Bravo, bravo, les grands progressistes. Giscard, Chirac, ok, Bouygues, enfin bon, à côté. Hein? Mitterrand aussi, mais ça a commencé avec Chirac. Le regroupement familial, c'était Chirac, Giscard et Bouygues. Bon, et Mitterrand, évidemment, a surfé dessus et très bien. Donc, c'est une des questions. Donc là aussi, si vous osiez dire qu'il y a un problème migratoire, ah ben vous étiez encore une fois à la droite de Mussolini. Non, 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 ça, voilà, facho. Et là aussi, alors arrivons à ça. Alors, très intéressant. Donc, extrême droite, facho, etc. Et je vais vous dire, je vous rappelle juste un petit truc. Courteline disait, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Eh bien, passer pour un fâcheux aux yeux d'un bobo gaucho est une volupté de fin gourmet. Dites-le vous là.
C'est tout. Mais vous n'en avez rien à battre, comme vous dites extrême droite, facho, communiste, ça veut rien. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'extrême droite. Le problème, c'est cette inculture crasse. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite? L'extrême droite est anti-parlementaire totale, etc. Enfin, je veux dire que quiconque a lu un tout petit peu sait ce que c'est l'extrême droite. Elle est où l'extrême droite, là? Non, mais je pose la question. Qui est des gens extrême droite? Très bien. Ou très mal. D'accord, moi, c'est pas mon problème. Le problème, c'est que de quoi on parle? De quoi on parle quand on dit les mots? Et ça, c'est la discussion. Et on ne la voit pas assez dans les médias. Redonner aux mots leur vrai sens. C'est la pédagogie, la primaire à faire. Sinon, on dit n'importe quoi. Ouais, t'es facho, toi t'es gaucho, toi t'es coco, toi... n'importe quoi. Et en attendant, pourquoi je veux vous dire, encore une fois, même chose pour les économistes. C'est extraordinaire. Comme on connaît très mal l'économie, n'importe quel crétin, ou enfin crétin, non, ou habile, assermenté et enfumeur, venez dire des choses, puis voilà. Et puis on regarde. Quand il s'est passé dans le Covid, pardon, je passe, mais c'est un peu la même chose. Quand des infirmières ou refusaient de se faire vacciner et étaient virés sans indemnité, sans rien, s'ils n'avaient pas de la famille, ils crevaient de faim, ça c'est normal. C'est la démocratie, ça. C'est quoi? Excusez-moi. Là, il y avait quand même des choses qui étaient du niveau très grave. Et puis après, le niveau de la délinquance et compagnie, même chose. Ben, à un moment donné, on fait quoi? On dit, ah oui, et on est arrivé à cette sémantique incroyable que quelqu'un qui se balade dans la rue, qui ne demande qu'à vaquer à ses occupations, se fait tabasser ou violer ou agresser, etc. Et alors après, il va au tribunal et vous savez ce qui se passe la plupart du temps. Oui, un juge de liberté de la détention va dire, bon, il va faire des travaux d'intérêt général. C'est vrai, travaux d'intérêt général, ou il va à l'hôpital psychiatrique, et voilà. Et à un moment donné, on dit, attendez, c'est quoi? Quand les gens voient que les mots ont changé de sens et que les sens ont changé de mot, quand on voit qu'on traite le bourreau en victime et la victime en bourreau, ben, il y a quand même un problème, il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Et la liberté d'expression, elle est là pour ça, que les opinions s'entrechoquent, que les gens parlent et que simplement on n'oublie jamais que justement la vérité, elle n'est pas une idéologie. La vérité, c'est 2 plus 2 égale 4. Et si vous voulez dire que moi je préfère que 2 plus 2 égale 5, c'est votre problème, mais arrangez-vous avec vos humeurs. C'est tout à fait autre chose. Donc voilà, ce que je voulais simplement vous dire, et je serais ravi qu'on dialogue et qu'on discute, c'est que vraiment, quand on parle de liberté, égalité et fraternité, la liberté vient sur le fronton de nos institutions en premier. Et ce n'est pas par hasard. Parce que, encore une fois, la liberté reste d'une idée non seulement en Europe, on disait c'est injuste, mais dans le monde, et il faut se battre en permanence et en vigilance avec ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Berkov. Bah, écoutez, je pense que tout le monde a été très intéressé par cette très dynamique intervention. Je pense qu'effectivement, vous avez prouvé que vous avez toujours votre niaque, hein, comme on dit ici, et c'est très bien. Bah, écoutez, est-ce que certains veulent bien sûr commencer à poser quelques questions? Alors, il y a déjà pas mal de questions. Jean-Yves, je te passe le micro 2 petites secondes. Oui, monsieur, je voudrais rebondir sur un mot que vous venez de prononcer. Redonner aux mots leur vrai sens. Est-ce que justement, ce n'est pas l'un des éléments du problème? Parce que moi, ce que j'observe, c'est que depuis quelques années, une espèce de dictature de la novlangue qui petit à petit nous habitue à accepter n'importe quoi. Sous le prétexte de progrès, on n'hésite pas à transgresser des faits scientifiques avérés, des réalités indiscutables. Je prends quelques exemples au hasard. Le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble. Mais moi, je m'en fous du vivre ensemble. J'ai pas envie de vivre avec des racailles, moi. Alors, qu'est-ce qu'on m'emmerde avec le vivre ensemble? Excusez-moi, mais enfin, ça commence à bien faire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tiens, les familles monoparentales. C'est quoi une famille monoparentale? Une famille, c'est 2 personnes et des gosses. Alors, évidemment, il peut y avoir des pères ou des mères célibataires, mais famille monoparentale, bien, bien. La diversité. Ah, la diversité. Je vous donne un exemple. Les Jeux Olympiques. On a une équipe de judo nationale composée d'Antillais qui ont fait un tabac. Et notamment, moi j'étais très ému parce que je vois une petite judokate française
qui se prénomme Clarisse Abdenego, je crois. Alors elle est française, hein, parce qu'elle a des tresses multicolores, même le vernis à ongles qui est multicolore. Elle gagne, elle chante la Marseillaise à tue-tête, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que nous dit France 2, un certain Cavrivière? Ah, aujourd'hui, c'était une belle journée pour la diversité, une mauvaise journée pour les racistes. Mais qu'est-ce que c'est que la diversité, si ce n'est que du racisme à rebours? Alors, petit à petit, hein, on nous anesthésie avec des néologismes, avec une espèce de novlangue, et je pense que vous avez raison, il faut combattre cette espèce de hold-up du vocabulaire français qui est détourné à des fins de propagande. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, je suis d'accord avec vous, mais vous savez que ça va très loin. Parce qu'il faut bien voir que, par exemple, il ne faut plus dire femme, mais humain avec un vagin. Je vous dis vraiment, en Amérique, il ne faut plus dire homme, mais humain avec un pénis. Voilà. Et le plus beau, je vais vous dire, attendez, c'est allé très loin. On ne dit plus, comme vous savez, femme de ménage, on dit technicienne de surface. On ne dit plus ballon de football, mais on dit élément bondissant. Ça, c'est à un niveau soft. Après, je vais vous dire, en États-Unis, où le woke a atteint des dimensions formidables, mais en France, ils sont pas mal non plus, à l'ouverture du Congrès américain, il y a toujours une prière. Un des représentants dit une prière. Et j'ai écouté, c'était à la télévision, et le mec finit sa prière, il dit « Amen », et il ajoute « a woman ». Ce con, Amen, Amen, donc il faut que je le dise à woman. Pour vous dire à quel point de générescence neuronale ces types arrivent. Mais bien sûr, ce que vous dites, mais c'est d'un imbécile, mais c'est tout le temps comme ça. Ah non, 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 il n'y a pas de femme et homme, tu choisis. Encore une fois, je reviens sur la biologie. Ça, c'est le woke. Et ce qui ne se rend pas compte, ça fait partie. Vous savez, on parlait de haine de soi ce matin, etc. C'est pire que la haine de soi, c'est l'effacement de soi. Et c'est ce côté, en fait, qui est que, et c'est pas, il y a une espèce de, je dis pas de suicide, mais de volonté, je sais pas si elle est voulue ou pas, je suis pas complotiste, mais d'effacement de l'Occident. L'Occident, ah oui, ça a été très bien, mais non, c'est fini. Ben non. Il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, ce qu'a été pour le monde Rome, Athènes, Jérusalem, et puis tout le reste. Hein. Donc, on ne peut pas effacer, comme, vous savez, comme on incendie des églises, comme on abat des prie-dieux, comme, etc. Comme pour le woke, on émolit des statues. Ah oui, oui, ça c'était un esclavagiste, etc. Ah oui, d'accord, donc on le démolit. Mais on ne se remet pas dans le temps de l'histoire. Il faut démolir absolument tout le monde. Donc, effectivement, il y a une prostitution voulue et organisée de mots non seulement dénués de leur sens, mais déshabillés et mis sur le trottoir du politiquement correct. Et ça, c'est à combattre, évidemment. Je ne sais pas. Oui, ça fonctionne. Oui, on s'est vu tout à l'heure, mais question simplement, en fin de compte, aux médecins que vous avez reçus, Monsieur André Berkoff, notamment aux médecins, qui étaient oui, d'accord. Est-ce que l'un d'entre eux a eu l'idée de faire aux gens qui étaient en fin de compte avec cet essai clinique une prise de sang pour effectivement qu'ils puissent voir que ces personnes fabriquaient des anticorps? Écoutez, c'est une question très importante que m'ont dit enfin, un certain nombre de médecins en tout cas. C'est que ce qui est extraordinaire en histoire du Covid, c'était la première chose à faire. Le serment d'Hippocrate, tu ne nuiras point, hein, noli me tangere. Eh bien, ils n'ont pas pratiqué l'examen de sang. C'est-à-dire que, vous rappelez-vous, on disait, tu restes chez toi, tu prends du Doliprane, et si ça ne va pas, tu appelles l'hôpital. Non, bien sûr que c'est la première chose à faire. Ce qu'on voulait voir, est-ce que vous avez des anticorps ou pas, et c'est l'examen de sang. On est bien d'accord. Oui, monsieur. Oui, alors en ce qui concerne la liberté d'expression, on sait que certains... Ça va, je parle assez bien. On sait que certaines personnes sur Twitter qui ont du boulot, etc., n'osent pas trop parce qu'ils sont sous pseudonymat, parce que s'ils font 2 tweets de travers, ils sont virés de leur boulot. Par contre, ce qu'on peut tous appliquer, c'est ce principe de ce guilty, le mensonge ne passera pas par moi. Merci. Merci, oui, oui, oui. Et même ce que vous pouvez faire aussi par rapport à c'est vrai que
Et vous avez raison, moi j'ai défendu le pseudonymat, on me disait, moi je ne le pratique pas bien sûr, mais pas un problème, je sais qu'il y a des gens, s'ils disent ce qu'ils ont à dire sous leur nom, ils se font virer, et donc je comprends très très bien qu'ils pratiquent le pseudonymat. Maintenant, effectivement, il faut, quand vous entendez quelque chose comme ça, il faut relayer, il faut, puisque vous parlez que de Twitter, en tout cas relayer, reliker, de façon à ce que ça circule. Très important. Autre question, c'est uniquement une question qu'on n'a pas évoquée. Au niveau de l'État du Vatican, par rapport à tout ce qui se passe, où est-ce qu'il se situe actuellement? Bon. Non, mais l'État du Vatican, d'abord, en tant que tel, c'est une puissance. Non seulement une puissance spirituelle, mais une puissance richissime du point de vue du savoir. Les caves du Vatican, c'est pas seulement le nom d'un roman. Maintenant, écoutez, alors sur les positions du pape, je n'ai pas de commentaire à faire. Le pape dit ce qu'il a envie de dire. Certains l'écoutent, d'autres ne l'écoutent pas. Je pense quand même juste une chose, c'est que le pasteur devrait plus s'occuper de ses brebis que de celles des autres. Voilà. Monsieur Berkov, vous qui basculez maintenant sur un média alternatif, Toxin pour ne pas le nommer, compte tenu de ce qui nous attend avec, bon, on a les lois liberticides que j'ai développées dans une vidéo, mais on a maintenant le chat control, et on voit bien qu'il y a une pression qui se fait assez forte sur tous ces médias alternatifs qui contredisent la doxa. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, maintenant qui rejoignez ces médias alternatifs, de la suite qui pourrait être donnée et éventuellement des possibilités de s'en sortir? Alors, deux choses. Vous avez raison de souligner ça. Vous savez qu'il y a eu le Digital Act Service, déjà, en Europe. Ursula von der Leyen ne parle que de ça. Et évidemment, c'est la seule chose, aujourd'hui, médiatiquement, qui les embête. Le reste est plus ou moins en laisse. Vous savez, je voudrais donner juste, mais ça, je voudrais vous donner une recette quand vous regardez la télé. Si vous voulez voir des journalistes plutôt résistants, ou en tout cas plutôt contestataires, de journalistes plutôt obéissants. Regardez leurs coups. Je dis bien, regardez leurs coups. Si vous voyez des rougeurs, c'est qu'ils viennent d'abandonner le collier et la laissent en coulisses. Voilà. Sans passant. Maintenant, pour répondre sérieusement, je crois qu'il y a incontestablement, d'ailleurs, vous avez vu que même Emmanuel Macron vient de parler des réseaux sociaux. C'est terrible, nous avons laissé les réseaux sociaux aux étrangers. Mais Alstom et tous les bijoux de famille que tous ces gens-là ont vendus aux Américains ailleurs, ça on n'en parle pas. Non, mais ça, c'est normal. En revanche, les réseaux sociaux, ces pelés, ces galeux d'où nous viennent tout le mal, non, il n'est pas question de ne pas les contrôler. Alors, je vais vous dire, ça c'est la grande bagarre entre la technologie et les pouvoirs. Et qui va gagner? Je ne sais pas. J'espère, en tout cas, qu'on trouvera toujours des contournements. Mais encore une fois, je veux saluer, moi, quelqu'un qui s'appelle Elon Musk, qui est l'homme qui était, ou qui est encore l'homme le plus riche du monde. Il était à la tête de 400 milliards de dollars. Il rachète X, Twitter, pour 44 milliards de dollars, qui était nettement au-dessus de sa valeur. 44 milliards, il la rachète. Et c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore. C'est lui qui a soulevé le couvercle pour savoir que le FBI contrôlait et censurait tous les GAFAM, les Google, Facebook, Amazon et compagnie, qui étaient sous surveillance du FBI et de la CIA, qui les contrôlait et qui empêchait qu'un certain nombre de choses passent, notamment pour l'élection de Biden en 2020. Donc voilà, je reviens au facteur humain, évidemment, il faut avoir des gens qui aient les moyens de faire cela. Mais c'est une lutte qui est engagée, c'est une lutte que la technologie et autres va contourner, c'est une lutte qui ne fait que commencer. Mais heureusement, il y a des gens, encore une fois, aux États-Unis et ailleurs, qui font de la liberté d'expression une valeur très importante, et on espère qu'en France et ailleurs en Europe, on aura des gens qui défendront cette liberté d'expression avec la technologie que nous avons. Oui, alors une question à laquelle je pense elle est vite répondue, comme on dit, c'est le fait que, à mon avis, et puis on le constate, tous ces grands médias, tout ce système est condamné, puisque maintenant l'immense majorité des gens, à part quelques normises,
qui ont plutôt les cheveux blancs, hein, s'informent par les grands médias, mais tous les jeunes, toutes les personnes que je connais autour de moi qui s'informent par les réseaux sociaux. Le combat est gagné, alors évidemment, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils concentrent tous leurs efforts, me semble-t-il, sur ce qu'ils appellent les réseaux sociaux, mais le combat est gagné, plus tout est en train de leur échapper. Alors évidemment, la lutte est âpre, hein, le terrain, un petit peu comme pour la guerre en Ukraine, hein, donc ça avance millimètre par millimètre. Voilà, est-ce que tu penses que cette vision est optimiste, un petit peu optimiste et valable? Je ne dirais pas que non, elle est valable. Je ne dirais pas qu'elle est gagnée, que le combat est gagné, même s'il est très bien entamé et qu'il avance, ça c'est clair. Le vrai problème de savoir qu'en feront, notamment les jeunes, que feront les utilisateurs de ces réseaux. Parce que c'est très bien de regarder, c'est très bien de se rendre compte, c'est fondamental, c'est le premier pas. Après, qu'est-ce que tu fais dans l'action? Dire, c'est bien, faire, c'est mieux, une fois qu'on est informé. Et c'est là où va se jouer, pour moi, vraiment les batailles des années prochaines, c'est clair, c'est là-dessus. Est-ce que des gens auront, par exemple, le courage de dire, écoutez, on ne peut plus accepter tant de population? Est-ce que les gens ont le courage de dire, par exemple, ça suffit, cette aide de millions et de dizaines de millions partout, c'est très bien d'aider effectivement d'autres pays du monde. Mais quand un hôpital comme celui de Metz, un hôpital comme celui également pas en Lozère ou en Charente, demande un emprunt citoyen, demande 200 pour acheter un respirateur. Est-ce que c'est normal que quand on dit, vous savez, on dit l'État, vous avez vu, on a 3400 000 milliards, 3000 milliards, plus 400 milliards de dettes. Mais d'abord, juste une chose. Où est passé l'argent? Où est passé? On veut savoir. On ne vous dit pas que vous avez mal géré, enfin encore qu'on peut se poser la question, mais où est passé? Aujourd'hui, on peut le faire. Ne l'oubliez jamais, nous sommes les copropriétaires de la maison. Quand vous êtes en syndicat de propriété, vous avez élu votre syndic. Chaque année, le syndic doit faire un audit. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Vous voyez aussi un audit, la Maison France. On ne peut pas avoir, juste pour savoir, pas pour contester, même n'allons pas jusqu'à compter, savoir où a été dépensé. Vous avez vu la mairie de Paris, par exemple. Vous avez vu, mais on peut citer, je vais dire, énormément de choses. Mais on veut savoir pourquoi c'est parti là. On veut savoir pourquoi il y a 5000 associations en France qui coûtent 1000 milliards à l'État. 1000 milliards les associations. Alors certaines font un très très bon boulot, mais d'autres on peut se poser des questions. Pas de surveillance, pas de... Qui contrôle? La Cour des comptes, elle n'a pas de pouvoir exécutoire. Elle peut dire, voilà, elle fait des rapports, très bons d'ailleurs, très très souvent très bons, mais la Cour des comptes n'a aucun pouvoir exécutif. Donc voilà, ben, c'est très bien, on a entendu, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Donc il est là le problème. Donc ça va prendre du temps, mais je ne suis pas pessimiste. Oui, voilà, ça marche. Oui, Monsieur Berkoff, d'abord, merci pour votre intervention, hein, parce qu'on apprend énormément de choses. Et ben, on a évoqué, quand on s'est vu un tout petit peu dans l'entrée, il y a un point, moi, que j'aimerais sur lequel vous puissiez... Je vous pose vraiment la question avec un grand plaisir, parce que racontez-moi ce qui se passe à France Télévisions. Et surtout, comment Madame Ernotte, que vous connaissez tous, a été élue, hein. Ne croyez-vous pas qu'il s'agit là d'un scandale d'État? Alors, juste, je ne vais pas faire de la publicité, mais je vous signale que lundi, sur Toxin, je reçois lundi à midi ou 13h un syndicaliste de France Télévisions. Comme il est un syndicaliste, il est intouchable, donc il va parler et il va raconter les 25 ans de magouille, surtout depuis que Delphine Ernotte est là depuis 7 ans. Et il va surtout raconter comment elle a été réélue pour la 3e fois et comment, alors c'est vraiment passionnant, comment ça a magouillé. Mais le scandale, c'est quoi? C'est 4 milliards par an. Payés par qui? Voilà. 4 milliards par an. Alors écoutez, il y a tant de chaînes. Alors on a vu, d'ailleurs, Sarah Knafo notamment, on a parlé assez, puis d'autres aussi. Enfin, c'est falbala, c'est tsunami de taxis, de bouffe, de dîner, de machin. Vous savez ce qu'on a l'impression? On a l'impression de se retrouver en 1788. Hein. Le clergé, la noblesse et le tiers-état.
Mais vous savez, ils ont tout compris. Le clergé politico-médiatique, la noblesse capitalo-administrative et le tiers-État, mais qui est fendu en morceaux. C'est ça le problème. Le tiers-État, avant, c'était plus ou moins composite encore il y a 200 ans. Aujourd'hui, c'est très fendillé. Donc la résistance est beaucoup plus difficile. Mais pour revenir à France Télévisions, c'est hallucinant, quoi. C'est d'abord, moi, vous voulez une chaîne gouvernementale, une chaîne. Pourquoi 15 chaînes? Pourquoi privatiser et garder une chaîne radio, une chaîne télévision, où vous annoncez ce que vous faites? Par exemple, hein, espèce de... Voilà. On a proposé à Mme Bussel de faire un cache d'investigation. Ah, on privatise tout. Vous voulez pas que le gouvernement ait une chaîne, quand même, qu'elle puisse parler? Vous, attendez, vous voulez vous séparer de la parole de M. Lecornu? Vous ne croyez plus à la parole de M. Lecornu. Mais quel esprit chagrin. Mais enfin, vous exagérez. Vous ne croyez plus à la parole de M. Macron? Non, mais attendez, qui d'entre vous a encore confiance dans M. Macron ici? Ah, voilà. Ah, d'accord. Franchement... Non, maintenant, vous allez le payer pour faire disparaître. C'est ça. Moi, c'est ce que je pensais. J'ai une radio tous les jours à midi. André, c'est mieux. André Berghoff, tous les jours à midi. J'ai une question au sujet des ingérences au niveau politique qui peut venir du côté de l'Amérique, d'Elon Musk. Tandis qu'on sait que l'Europe est intervenue dans les élections en Roumanie. En Roumanie, en Moldavie, un peu partout. Même à intervenir en Allemagne contre l'AfD. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. D'abord, les ingérences, bien sûr qu'il y en a. Je veux dire, chaque pays, surtout les grands pays, ont leur service d'espions, leur lobby et compagnie. Ça, c'est évident. Par exemple, regardez dans ce merveilleux Parlement européen que le monde entier nous envie, on a trouvé des valises pleines de dollars venant où? Du Qatar. Mais dans l'appartement de la députée, c'était extraordinaire. Mais je vais raconter un truc sur le Parlement européen, qui honnêtement est à la politique ce que le cirque Pinder est à nos divertissements. Et encore, le cirque Pinder, c'est beaucoup mieux. Je vais raconter l'histoire. Vous vous rappelez, donc, Pfizer, vous savez que Ursula von der Leyen a signé les contrats pour toute l'Europe, c'était comme ça, mais c'était voulu par les États. Elle a signé un contrat de 40 milliards de dollars pour les vaccins que nous devions recevoir, que nous avons reçus, nous autres Européens. Très bien. On lui a demandé simplement les SMS qu'elle avait échangés à M. Albert Bourla, qui est le PDG Pfizer. Quand on s'appelle Bourla, j'adore. On sent déjà la magouille. Hein. Quel mot d'ordre, Bourla! Ursula et Bourla sont dans un bateau. Non, on n'invente pas ça. Et donc, on a demandé, non mais ça c'est une histoire absolument authentique, donc les parlementaires, c'est leur rôle, ont demandé les contrats. Ils ont demandé les contrats et ils ont dit, écoutez, montrez-nous, c'est normal, vous achetez une voiture, vous achetez un appartement, vous avez les contrats, l'assurance, les alinéas, etc. Bon, impossible. Vous savez que pendant 6 mois, c'était ça de 2021, hein, ils ont demandé les contrats, ils ne disaient pas, non, on ne peut pas, etc. Attendez, on est représentants des Européens, du peuple européen. Au bout de 6 mois, ils ont accepté. Ça, c'est 3 députés européens qui me l'ont raconté. Donc, ils vont dans ces bureaux et dire, attention, on vous enlève les portables, pas question de photographier, pas question de prendre des notes, rien. Vous regardez, et puis voilà. Ouais, déjà, c'est pas mal. Ils regardent les contrats. Eh bien, la moitié des pages étaient barrées de noir. La moitié des pages. Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Et à aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, alors je vous parle, donc c'est 3 ans après, aujourd'hui, certains ont pu voir les contrats complets. Mais alors, le plus rigolo, et c'est là où je vous dis qu'il y a un vrai problème, alors un vrai travail quand on dit la passivité. Il y avait un amendement qui a été déposé par un groupe de parlementaires européens en disant on veut la transparence totale des contrats. D'accord? Et vous savez,
Et ça, les bras m'en sont tombés. 2/3 du Parlement a voté contre la transparence. On ne veut pas savoir. 2/3 des parlementaires, y compris certains qu'on connaît ici, que je ne nommerai pas. Formidable quand même. Quand on arrive à ce stade-là, vous voyez ce que ça veut dire? Voilà. Donc vous me parlez des problèmes de, bien sûr, ingérence. Ingérence dans le côté circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas votre problème. C'est toujours pareil, on revient. Moi, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, donc c'est pas votre problème, ça. Occupez-vous d'autre chose, occupez-vous de cultiver votre jardin et arrêtez de nous emmerder. C'est la morale. Merci. Parlons d'identification. Nous commençons une position de l'Arcom en fonction de cet organisme, de son autosaisine ou de son absence de saisine. De son autosaisine. De son autosaisine ou de son absence de saisine. Ah, ben écoutez, ça s'appelle quoi? Selon que vous soyez du gouvernement ou pas, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est tout. C'est-à-dire que l'Arcom est nommé par qui? Voilà. Vous avez qu'à vous demander qui nomme. Vous savez, c'est facile. Qui paye, commande, et qui nomme, commande. Donc l'Arcom ne devrait jamais exister, je le dis. C'est cette autorité de régulation déjà. Quelle régulation? Il y a des lois qui punissent par sanction, et c'est très bien, des annonces criminelles ou des appels au meurtre, encore une fois, je l'ai dit, ou à la haine. Eh bien, vous saisissez les tribunaux, mais qu'une autorité au nom de coin, qui est telle, pour dire, ah oui, ça va, on supprime C8, mais on supprime, ah oui, on supprime, regarde, on a supprimé Russia Today. Oui, les Russes, c'est salaud, très bien. Mais on ne supprime pas Al Jazeera, la chaîne du Qatar. Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas pour la Russie et ça va pour le Qatar? Un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc oui, c'est une commission très orientée. Voilà, je disais que vous avez cité quelqu'un de courageux qui est Elon Musk. Et chez nous, je pense qu'on a eu quelqu'un comme Olivier Marleix qui, a priori, a donné une vérité par rapport au pacte de corruption qu'il a nommé. Il s'est pendu avec les pieds au sol, et il est mort comme ça, donc c'est pas mal, c'est assez original. Et on n'entend pas beaucoup de réactions, ni journalistiques, ni de personnes autour de ça. Est-ce que vous-même, étant journaliste, vous avez des informations, des éléments Alors écoutez, moi j'ai reçu Olivier Marleix, qui était un type formidable, enfin qui travaillait, qui faisait des choses. Honnêtement, je ne peux pas me prononcer, je n'ai aucune information et je me garderai bien de trancher d'un côté comme d'un autre. Vous savez, on me dit beaucoup maintenant, les gens meurent, hein, pourquoi je ne sais pas. Enfin, j'espère que il y aura une enquête qui va montrer la vérité, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai aucun élément qui me permet de corroborer dans un sens ou dans un autre. Mais je rends hommage, effectivement, et je ne suis pas le seul, à Olivier Marleix, qui était un type comme à Éric Dénessé, un spécialiste du renseignement, qui était aussi quelqu'un de formidable. Monsieur. Oui. Merci, Monsieur Berkoff. Je voulais rebondir sur la question de mon ami Yves, au sujet de Delphine Ernotte et sur le service public. Delphine Ernotte a construit une large partie de sa carrière, brillante d'ailleurs, au sein de France Télécom. Elle a d'ailleurs été numéro 2 de France Télécom au moment de la crise des suicides qui a affecté donc le passage de la société publique à la société privée. Tout à fait. Elle a d'ailleurs même fait l'objet d'un reportage, cela ne manque pas de sel, sur le service public en 2010. Aujourd'hui, ça fait une bonne dizaine d'années qu'elle est à la tête du service public, France Télévisions. Comment vous expliquez cette amnésie collective qui consiste effectivement à éluder cette partie de la carrière de Delphine Ernotte qui aujourd'hui donne des leçons de tenue et de bienséance à l'ensemble des Français et qui était une cost-killeuse sans cœur et qui a mené, je ne dis pas qu'elle est responsable bien entendu, non, mais qui était à la tête d'une entreprise qui a connu cette vague de suicides à la fin des années 2010. Oui, il faut pas lui... Merci à vous. Il ne faut pas lui attribuer les suicides, mais vous avez raison que à l'époque c'était quelque chose. France Télécom, je vais vous dire, c'est toujours pareil. Ça, je reviens aux médias dominants. C'est évident que les médias dominants
ne feront pas de publicité sur les années France Télécom de Delphine Ernotte. Comme elles n'ont pas fait d'ailleurs de publicité sur sa 3e reconduction. Et je rappelle que l'ARCOM, et on le sait aujourd'hui, je ne fais pas un scoop, l'ARCOM qui nomme, était au courant du rapport assassin de la Cour des comptes sur la gestion de France Télévisions et l'a enterré, en tout cas n'a donné aucun, ça a été enterré avant la réélection. Ça, le rapport de la Cour des comptes était arrivé 1 mois et demi, est arrivé avant la réélection en juillet, je crois que c'était en juillet, de Delphine Ernotte. Donc voilà, vous savez, c'est toujours pareil, vous savez, l'État, ce qu'on appelle l'État profond, ça n'a rien de complotiste, tout ça. Mais quand les gens d'une certaine administration, eh ben, écoutez, ils œuvrent dans ça, et c'est vraiment valable partout. Malheureusement, s'il n'y a pas de contre-pouvoir pour attaquer, et attaquer fortement, eh ben voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ça sort. C'est pour ça que vous allez voir, là, je ne vous dis pas pour parler de l'indice sur Toxin, mais je vous le dis quand même, parce que les syndicalistes, et heureusement, de ce point de vue, les syndicalistes sont très très utiles, parce qu'ils sont intouchables, ils ne peuvent pas les licencier. Donc, ils peuvent parler. Bonne chose. Il faudrait que ça soit pour les militaires la même chose. Il faudrait qu'il y ait des syndicats militaires intouchables et qui parlent. On est peut-être un petit peu à la croisée des chemins aujourd'hui. On est tous conscients qu'effectivement la situation, aussi bien économique qu'intérieure ou internationale, arrive à des moments clés peut-être dans les mois ou les années qui viennent. Pour ce que vous en voyez, vous, depuis Paris un petit peu, comment dire, quels seraient éventuellement les scénarios que vous pourriez faire, peut-être notamment du point de vue politique. On a été un certain nombre à assister au congrès du RN dernièrement. On a pu voir effectivement des positions qui se durcissent, avec effectivement une demande ou de dissolution ou de démission d'Emmanuel Macron. C'est une position nouvelle au sein de ce parti. Qu'en dites-vous de votre côté? Bon, je pense qu'effectivement, notre ami Emmanuel n'est pas du tout dans l'idée de démissionner. Je vois très mal partir dans cette optique. Est-ce que vous pensez qu'on a quand même une porte de sortie à un moment donné? Il y a toujours une porte de sortie, le cimetière, par exemple. Non. Sérieusement, d'abord, vous serez prêt à rester jusqu'à 20h? Non. Si on veut parler, vous savez, en tout cas, ce sera l'objet de notre... C'est que, je dis simplement, là, ça ne me rajeunis pas, et pour moi, dans le monde, je parle au niveau du monde, c'est un bouleversement comme on n'a pas connu depuis 45, enfin pour moi. Et en 45, j'étais un nouveau-né. Je veux dire que ce qui se passe en ce moment dans le monde est absolument fascinant, dans le bon côté et dans le mauvais côté, mais absolument fascinant. On est en train de changer vraiment de monde par rapport au nouvel ordre qu'on avait eu après 45 et compagnie. Et je remonte à avant l'effondrement de l'Union soviétique, déjà. On voit très très bien, en tout cas, pour la résumer, pour la faire très courte et très schématique, ce n'est plus... D'abord, on a eu la guerre froide, l'Empire américain et l'Empire soviétique. Ensuite, il n'y avait plus que l'Empire américain. Ensuite, il y a la montée du Sud global, les BRICS, tout ça, la montée de l'Inde, etc., qui est extrêmement important. J'ai passé 1 mois et demi en Asie, là. C'est absolument extraordinaire. J'étais en Malaisie, au Vietnam et au Cambodge. Et franchement, vous allez voir sur place, parce que c'est très bien d'entendre parler, mais de voir sur place ce qui s'y passe, c'est fascinant. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est que là, l'Europe, elle est, je ne dirais pas, elle est en soins palliatifs, mais elle est, alors que c'est l'Europe, hein, c'est quand même une très grande puissance encore, mais une puissance paralysée. On dirait vous savez, les poulets à qui on a coupé le cou et qui continuent d'aller. Nous avons un personnel politique, honnêtement, bon, je veux pas trop, on ne tire pas sur des ambulances, mais enfin quand même, c'est hallucinant. Pourquoi? Parce que quand ces crétins, je vous ai parlé de Bruno Le Maire, ce Einstein de l'économie politique, je vous ai parlé des autres, nous avions, nous, Europe, à avoir une vocation, un métier d'être médiateur entre l'Amérique et la Russie, d'être en tout cas à mi-chemin, je ne dis pas d'être neutre, mais non, l'Amérique, c'est effectivement... Alors ça devenait quoi? C'est Zelensky, c'était Churchill, et Poutine, c'était Hitler, hein, c'est encore pour certains. Bon, quand on commence avec ce genre
C'est-à-dire que quand on a, je vais faire un hommage à Alain, quand on a au moins sur la géopolitique un point de vue vétérinaire, là ça va, on sait de quoi on parle. Mais eux, je ne sais pas sur quel point de vue ils ont. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes aujourd'hui, je vais vous donner quand même quelques petits détails magnifiques sur Ulan. C'est qu'on continue aujourd'hui, alors que Macron dit c'est salaud de Russes, à importer directement du pétrole des Russes. Je vous dis bien, France, Russe, on est encore en train d'importer. Après, mais on ne se contente pas de ça. On achète, comme vous le savez, du pétrole aux Indes. Sauf que le pétrole en Inde, c'est du pétrole russe raffiné par les Indes. Donc on le paye 20% de plus. En France, on n'a pas le droit de pousser au gaz de schiste. Gaz de schiste dégueulasse, absolument atteinte à la pollution. Vous n'avez même pas le droit d'aller repérer du gaz de schiste. Mais on achète du gaz de schiste aux Américains qui arrive par méthanier entier. On achète à 40% du prix. On n'est pas beau, on n'est pas merveilleux, on est cocu, battu et content. Voilà la situation de l'Europe. C'est vraiment ça. Si on n'a pas compris ça, on est à côté de la... Voilà. Donc, on attend, en tout cas on espère que nous aurons un jour quelques personnes qui seront capables de redresser la barre et qui diront, bon, on arrête la comédie, quoi. On arrête la comédie parce que ça suffit. On le sait, la dette s'accroît, tout le reste, je ne vous parle pas de l'emploi, etc. Tout le monde le sait, hein, eux le savent très bien aussi. Mais on fait comme s'il n'y a pas de problème. Voilà. Dansons sur le volcan, et puis nous, quand le volcan va exploser, nous serons bien au chaud dans nos dachas. Voilà. Merci, Monsieur Berkoff. Merci à vous. C'était voilà, une très très belle intervention, et en tout cas, on vous remercie beaucoup. Il y a une dernière question, mais ah. c'est pas une question, tu vas voir. Si, c'est une question. Oui, tu commences donc lundi à Tocsin, donc émission le midi, un petit peu comme à Sud Radio. Comment est-ce qu'on fait pour joindre Tocsin? Voilà. Est-ce que ça fonctionne d'abord avec les auditeurs? Oui, ça quoi? Est-ce que ça va fonctionner avec les auditeurs? Ah oui, non, alors ça ne fonctionne pas sur la FM, mais sur Internet, vous tapez Tocsin Média et vous y êtes, vous mettez Berkoff sur le vif et vous l'avez. Berkoff sur le vif. Voilà, sur n'importe quel... C'est pas Berkoff mort ou vif? Non, pour le moment non, mais ça viendra. Merci à vous. Merci à vous.